Mes chers collègues, nous allons commencer nos travaux. Alors, l'ordre du jour appelle l'examen de la... S'il vous plaît, l'examen de la proposition de résolution de Valérie Rabault et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur la sincérité, l'exhaustivité et l'exactitude de l'étude d'impact relative au projet de loi organique relatif au système universel de retraite et de loi instituant un système universel de retraite au regard des dispositions, excusez-moi c'est long, de l'article 8 de la loi organique numéro 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34.1, 39 et 44 de la Constitution. S'il vous plaît, je ne continue pas, hein, si ça continue comme ça. Voilà, merci. Je rappelle que le groupe socialiste a fait usage à cette occasion du droit de tirage conféré par l'article 141 du règlement au groupe d'opposition ou minoritaire, qui leur permet de demander la création d'une commission d'enquête une fois par session ordinaire. Notre commission est donc réunie ce matin afin de vérifier conformément aux dispositions de l'article 140, alinéa 2 du règlement, si les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies. Mercredi dernier, la commission a désigné Boris Vallaud comme rapporteur. Et avant de lui passer la parole, je précise que si vous en êtes d'accord, les orateurs des groupes pourront s'exprimer après son intervention pour une durée de 5 minutes chacun. Les autres prises de parole, comme c'est l'usage, lorsque les groupes disposent de 5 minutes, seront limitées à 1 minute chacun. Monsieur Vallaud, d'abord, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Il y a trop de bruit. Hein. C'est vrai, je comprends mieux, Madame la Présidente, quand... hein, voilà. Bon. Madame la Présidente, mes chers collègues, comme vous le savez, les règles de création des commissions d'enquête sont soumises aux dispositions spécifiques de l'ordonnance du 17 novembre 1958 ainsi qu'au règlement de notre Assemblée. De manière générale, il appartient à la commission permanente compétente au fond d'examiner les conditions de recevabilité de la résolution et donc de la création de la commission d'enquête. Et je souhaite, à titre liminaire, vous rappeler les dispositions du dit règlement qui régissent l'examen en commission de cette recevabilité. Il s'agit d'un examen qui porte sur des points précis inscrits aux articles 137 à 139 de notre règlement. Au terme de l'article 140, dans le cadre du droit de tirage auquel le groupe socialiste est apparenté a recouru ici, notre commission doit vérifier, je cite, les conditions requises pour la création de la commission, que les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies sans se prononcer, et j'y insiste, sur son opportunité. Et c'est à ce titre également qu'aucun amendement n'est recevable. L'article 51.2 de la Constitution renvoie à la loi la détermination des règles d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête et au règlement les conditions de création des commissions d'enquête. Une appréciation en opportunité sur la création de la commission d'enquête que je vous présente ce matin ne serait pas fondée en droit et serait une violation non seulement du règlement de notre Assemblée, mais aussi une entorse aux règles constitutionnelles. La proposition que le groupe socialiste et apparenté soumet à votre examen concerne l'étude d'impact de 2 projets de loi, organique et ordinaire, examinés au sein d'une commission spécialement désignée à cet effet. Néanmoins, compte tenu des compétences de la commission des affaires sociales de notre Assemblée, c'est cette commission qui a la charge aujourd'hui d'examiner cette résolution. C'est en application de l'article 141 de notre règlement, selon lequel chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit, une fois par session ordinaire, la création d'une commission d'enquête, que ma collègue et présidente de groupe Valérie Rabault a manifesté au président de l'Assemblée nationale le 10 février dernier son intention d'exercer son droit de tirage sur le sujet qui nous occupe. Le constat par la Commission des affaires sociales de la satisfaction des conditions de recevabilité devra permettre la création rapide de la commission d'enquête par la conférence des présidents. Les articles 137 à 139 du règlement fixent 3 conditions, comme vous le savez, de recevabilité d'une commission d'enquête, et je les examinerai ici successivement. L'article 137 du règlement prévoit que les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête
doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publiques dont la commission doit examiner la gestion. En l'espèce, l'article unique de la proposition de résolution vise à créer une commission d'enquête pour s'assurer de la sincérité, de l'exhaustivité et de l'exactitude de l'étude d'impact relative au projet de loi instituant un système universel de retraite. Les faits visés par la commission d'enquête sont donc très clairs. Ils portent sur les modalités de construction du document de 1029 pages supposé éclairer notre Assemblée sur les deux projets de loi dont l'un est encore en cours d'examen et en particulier de sa conformité avec les objectifs fixés à l'article 8 de la loi organique numéro 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34.1, 39 et 44 de notre Constitution. Ce faisant, cette commission d'enquête ne vient pas remettre en cause le principe constitutionnel de liberté de légiférer du gouvernement. Les précédents, d'ailleurs, en la matière sont connus. Au Sénat, par exemple, Jean Arthuis avait rapporté une commission d'enquête chargée de recueillir des éléments d'information sur les conséquences de la décision de réduire à 35 heures la durée hebdomadaire du travail par une résolution adoptée le 11 décembre 1997, alors que le projet de loi avait été déposé la veille sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le précédent du contrôle parlementaire de l'état d'urgence est peut-être plus éclairant encore. Le gouvernement a été contrôlé en continu par la commission des lois exerçant les prérogatives d'une commission d'enquête pendant 6 mois, et cela n'a alors en rien empêché le gouvernement de mettre en œuvre l'état d'urgence, ni de continuer à légiférer sur ce sujet afin de proroger l'état d'urgence par le vote d'une loi. Un contrôle parlementaire sur l'action du gouvernement, dont relève à l'évidence une étude d'impact, n'interfère donc pas dans la liberté de légiférer du gouvernement. Par ailleurs, le pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement confié au Parlement à l'article 24 de la Constitution n'est aucunement limité à un contrôle ex post, mais peut tout à fait s'exercer exempté. La proposition de résolution précise, s'agissant de l'étude d'impact, qu'il s'agira d'en évaluer la sincérité, l'exhaustivité et l'exactitude. La sincérité, d'abord, renvoie à la communication de bonne foi par le gouvernement d'informations susceptibles d'éclairer le législateur quant aux conséquences économiques, sociales et financières des lois examinées. La sincérité du débat parlementaire est un élément d'ordre constitutionnel sur le fondement duquel le Conseil constitutionnel a pu, par exemple, censurer en 2010 des mesures contenues dans la loi relative à l'entrepreneur individuel. Or, il ne saurait y avoir de débat sincère qui puisse s'appuyer sur des données elles-mêmes faussées ou insincères. L'exhaustivité, ensuite, est également un impératif propre aux études d'impact, puisque la loi organique du 15 avril 2009 prévoit un ensemble d'items à exposer avec précision pour informer les parlementaires et donc les citoyens sur les projets de loi examinés. Cette liste comprend, entre autres, l'état du droit, les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des dispositions présentes dans le projet de loi, ainsi que les coûts et les bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administration publique et de personnes physiques et morales, en indiquant la méthode de calcul retenue, l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public. L'exactitude, enfin, est consubstantielle à l'idée même d'une étude d'impact. Les données présentées par le gouvernement dans cet exercice fondent l'intervention des parlementaires et leur vote. Des données factuellement inexactes, seraient-elles fournies de bonne foi, sont également de nature à altérer la sincérité des débats parlementaires. Ces faits ont été fortement soulevés dans l'avis du Conseil d'État sur ces projets de loi, qui constate que, malgré les compléments apportés à l'étude initiale, les projections financières ainsi transmises restent lacunaires et que, dans certains cas, je le cite toujours, cette étude d'impact reste en deçà de ce qu'elle devrait être. Ils ont également été soulevés dans de nombreuses interventions d'universitaires dans le débat public et ont fait l'objet de multiples interventions lors de l'examen des projets de loi en commission spéciale et en séance, adressés par les députés de tous les bancs aux représentants du gouvernement. À titre d'exemple, comme mentionné avec précision dans la résolution, ces faits comprendraient notamment la vérification de la sincérité et de l'exactitude de l'étude d'impact, sur les conséquences des mécanismes de transition sur les 10,7 millions de Français nés entre 1963 et 1975, les mécanismes de calcul et les flux financiers liés à ces mêmes périodes de transition et de dispositifs de compensation, ou encore les conditions d'éligibilité à la retraite minimale fixée à 85% du SMIC, notamment pour les agriculteurs, et l'évolution de ces montants de pension dans le temps, du fait des coefficients d'actualisation. Il s'agit autant de faits précis sur lesquels la commission d'enquête s'attachera à recueillir des éléments de nature à éclairer l'avis de l'ensemble des parlementaires.
Le choix de recourir à une commission spéciale a privé nos travaux de la nomination de droit d'un rapporteur d'application qui aurait eu la faculté, en première lecture, de mener un travail d'analyse de l'étude d'impact, comme il est prévu à l'alinéa 7 de l'article 86 du règlement de l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste et apparenté avait saisi la présidence de notre Assemblée d'une demande de nomination d'un rapporteur d'application pour cette première commission spéciale constituée depuis la réforme de notre règlement. Cela nous a été refusé. Il n'a pas non plus été décidé ni par notre présidente, qui préside également la commission spéciale, ni par le président de l'Assemblée, qui en avait également la possibilité, de recourir à la faculté ouverte par l'article 146.5 de notre règlement, permettant de saisir le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques pour qu'il donne son avis sur les documents rendant compte de l'étude d'impact au bénéfice de l'information de la conférence de présidents et de la commission spéciale. Ainsi, un travail d'analyse au fond d'une étude d'impact est une compétence explicite de notre Assemblée qui n'a pas été exercée sur celle qui est visée ici. Ce faisant, la constitution de cette commission d'enquête ne contrevient pas à l'avis exprimé par la conférence des présidents au regard de l'article 47.1 du règlement, selon lequel l'étude d'impact dont nous parlons n'a pas méconnu les conditions normales de présentation des projets de loi. En effet, cet avis est rendu sur la base d'une vérification formelle et non pas d'une vérification au fond, tel qu'il ressort de l'absence de recours aux facultés précédemment mentionnées, ainsi que du référé numéro S2018 1483 du 22 juin 2018 de la Cour des comptes sur les études d'impact législatives dans les ministères sociaux, qui indique que les différents contrôles institutionnels exercés en amont du dépôt du projet de loi, SGZ, Conseil d'État, Conférence des présidents de la première Assemblée saisie, Conseil constitutionnel, portent sur le respect formel des dispositions de la loi organique et pas sur sa pertinence ni sur les cohérences de l'étude d'impact présentée. Notre résolution définit donc clairement les faits sur lesquels portera la commission d'enquête. L'article 138 du règlement rend irrecevable la création d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une commission d'enquête ou une mission d'information disposant des mêmes pouvoirs et ayant achevé ses travaux depuis moins d'un an. Dans le cas présent, l'Assemblée nationale ne s'est pas penchée sur la sincérité, l'exhaustivité ou l'exactitude d'une étude d'impact depuis le début de l'actuelle législature. Dès lors, aucune commission d'enquête ni aucune mission d'information ayant achevé ses travaux depuis moins de 12 mois n'avait le même objet. Enfin, l'ordonnance du 17 novembre 1958 et l'article 139 du règlement précisent qu'une commission d'enquête parlementaire ne peut pas être créée lorsque des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition. Interrogée par le président de l'Assemblée nationale, Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, lui a fait savoir par lettre du 24 février 2020 qu'elle n'avait pas connaissance de poursuites judiciaires en lien avec le sujet ayant motivé le dépôt de cette procédure de résolution. Cette réponse claire permet donc d'écarter tout risque d'obstacle à la création de cette commission d'enquête. En conséquence, mes chers collègues, je vous propose de constater que la proposition de résolution répond aux conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 et par les articles 137 à 139 du règlement de l'Assemblée nationale et qu'en conséquence, aucun élément de droit ne fait obstacle à sa constitution. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc passer aux orateurs des groupes avec Monique Limon pour La République En Marche. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Comme cela vient d'être dit, conformément à l'article 140 de notre règlement, il revient à notre commission de vérifier, sans se prononcer sur son opportunité, si les conditions requises pour la création de la commission d'enquête demandée par le groupe socialiste et apparenté sont ou non réunies. Or, il est manifeste qu'elles ne le sont pas. En réalité, et vous le savez bien, monsieur le rapporteur, une commission d'enquête ne sert pas et ne doit pas servir à enquêter sur une étude d'impact. Il s'agit là d'un détournement de procédure qui se vérifie à plusieurs étapes de l'examen de recevabilité. Premièrement, il ne peut pas être créé de commission d'enquête lorsque les poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, conformément à l'ordonnance de 1958 et à l'article 139 de notre règlement. Vous dites que cette condition est remplie, mais en fait elle est sans objet puisqu'il est strictement impossible d'engager des poursuites judiciaires sur une étude d'impact. Cette demande rend donc absurde la procédure prévue pour la recevabilité des commissions d'enquête et n'est donc pas adaptée. Deuxièmement, les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information, soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales. Or, cette demande de commission ne porte sur aucune des trois possibilités. Comme l'a souligné la garde des Sceaux, il s'agit plutôt d'un sujet,
celui de la sincérité, de l'exhaustivité et de l'exactitude de l'étude d'impact du projet de loi, et non d'un fait déterminé. Cette demande est sur ce point aussi clairement irrecevable. Par ailleurs, sur tous les éléments que vous citez dans votre rapport, les mécanismes de calcul, les flux financiers liés aux périodes de transition et leurs conséquences, les dispositifs de compensation ou encore les conditions d'éligibilité à la retraite minimale à 85% du SMIC et l'évolution de ce montant de pension, pour toutes ces questions, des réponses ont été apportées lors de nos longues heures de débat. Troisièmement, votre demande porte sur un élément de procédure législative, sujet qui ne peut donner lieu à enquête. Nous sommes ici au cœur de notre Constitution. Les commissions d'enquête s'inscrivent dans le cadre de l'article 51-2 de la Constitution pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation des politiques publiques et de l'action du gouvernement, après le vote de la loi, mais pas, et c'est heureux, dans le cadre du vote de la loi qui lui est régi à l'article 24 de la Constitution. Comme vous le savez, une étude d'impact peut être contrôlée et contestée, mais par une procédure spécifique. Tout d'abord, il revient au Conseil d'État d'exercer un contrôle approfondi sur le respect des dispositions de la loi organique de 2009, en particulier sur la sincérité et le caractère complet des études d'impact. S'il juge qu'il y a des insuffisances, il peut demander au gouvernement de compléter l'étude d'impact et en cas d'insuffisance avérée sur un point significatif, il peut être conduit à surseoir à l'examen au fond en retenant l'avis dans l'attente d'une régularisation. En cas d'absence ou de carence grave sur l'étude d'impact, il peut même rejeter purement et simplement le projet de loi, et il l'a déjà fait. Ce n'est absolument pas le cas pour ces deux projets de loi. Pour ces textes, le Conseil d'État a demandé au gouvernement de compléter certains points. D'ailleurs, son vice-président a rappelé que ce n'était pas la première fois qu'il invitait un gouvernement à compléter une étude d'impact et que cet épisode n'avait rien d'exceptionnel. Vous faites donc dire au Conseil d'État des propos qui, à mon avis, dépassent la réalité. Ensuite, il existe une autre procédure pour contester une étude d'impact en amont du vote de la loi, conformément à l'article 39 de la Constitution, à l'article 9 de la loi organique de 2009 et à l'article 47-1 de notre règlement. En effet, si l'on juge que la présentation d'un texte ne respecte pas les exigences de la loi, il est possible de s'opposer à son inscription à l'ordre du jour en saisissant la conférence des présidents dans un délai de 10 jours à compter du dépôt du projet de loi. En cas de désaccord avec le gouvernement, le président de l'Assemblée peut ensuite saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la conformité de l'étude d'impact en question. Cette procédure, vous la connaissez puisque vous l'avez mise en œuvre pour ces textes retraite le 28 janvier dernier. La conférence des présidents n'y a pas fait droit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec cette décision, mais elle respecte pourtant la procédure parlementaire. Dans ces conditions et au regard du caractère manifestement irrecevable de cette commission d'enquête, et ce n'est pas à vous que je vais apprendre la procédure, vous la connaissez parfaitement, comment ne pas considérer cette demande comme une nouvelle manœuvre politique qui n'a qu'un seul but, que la réforme des retraites n'aboutisse pas. Vous savez parfaitement que créer une commission d'enquête portant sur le contenu de l'étude d'impact d'un projet de loi conduirait celle-ci à s'immiscer dans la procédure parlementaire, en dehors de toute base constitutionnelle, organique ou réglementaire. Nous ne pouvons l'accepter. Aussi, pour le respect de nos institutions et de la procédure parlementaire, j'appelle l'ensemble des membres de cette commission à constater l'irrecevabilité de cette demande de commission d'enquête. Je vous remercie. Merci. Monsieur Stéphane Viry pour Les Républicains. Merci. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j'ai écouté notre collègue Monique Limon, représentant la voix du groupe majoritaire. J'y reviendrai, mais en l'état, l'analyse en droit de notre collègue ne résiste pas à l'analyse et les arguments avancés ne peuvent emporter notre conviction en application des règles de procédure qui nous obligent. Je voudrais préalablement sur ce sujet faire deux observations liminaires. La première observation, si le 49.3 est une arme atomique constitutionnelle et que le gouvernement est en droit d'en faire usage, même si on le déplore vigoureusement et on a exprimé notre opposition par une motion de censure, je considère que l'Assemblée nationale a tout autant ses droits et même ses obligations constitutionnelles. L'équilibre des pouvoirs, les bases de l'état de droit, la place et la fonction du législatif dans le champ institutionnel fixent le principe du contrôle. Et il me paraît qu'un des signes de vitalité démocratique, de la liberté d'une Assemblée nationale, c'est la capacité à exercer la mise en œuvre de son pouvoir de contrôle. Cela implique des investigations, cela implique de se donner les moyens de rechercher. C'était ma première observation sur la liberté que nous devons avoir, sur l'idée d'aller chercher ce qui doit nous permettre de
d'instituer l'état de droit. Ma deuxième observation porte sur la matière première, à savoir le sujet des retraites. Le sujet des retraites, quelles que soient nos divisions sur la question, il est essentiel, il est même primordial. C'est un élément du pacte national et il devrait être un élément pour lier la nation à un moment donné où le pays est profondément divisé et fracturé. C'est un sujet important, les retraites, parce que c'est un système de répartition intergénérationnelle, c'est pas rien. C'est 320 milliards d'euros, ce n'est pas rien, et c'est de dire que ce sujet doit être appréhendé avec gravité. Et je préciserai qu'a fortiori, c'est la réforme présentée comme étant la plus importante du quinquennat par la majorité. Et on peut déplorer que d'ailleurs elle a été approuvée sans vote. Moi je considère, mes chers collègues, que sur un sujet comme celui-ci, à partir de la demande exprimée par un groupe, le travail de contrôle de l'Assemblée nationale, je dirais même cette obligation constitutionnelle de contrôle que nous avons, de vérifier les choix de l'exécutif, ses politiques publiques, la façon d'administrer le pays, nous oblige à être très libres et peut-être même très audacieux sur la question, d'agir sans aucune contrainte. Et ça serait dans l'intérêt de chacun. Sur le sujet, dans le cas d'espèce, l'étude d'impact, ce sont des données financières. Les données financières, elles sont évidentes sur un sujet comme le système des retraites, qui implique des dépenses et des recettes. Ce sont des éléments d'équilibre financier, et nous devons avoir des éléments financiers crédibles, cohérents, sincères. Ce sont des questions d'équilibre, des conditions d'équilibre, ce sont des questions de financement, de cotisation, dans le cas d'espèces d'âge de départ, âge d'équilibre, âge pivot. Ce sont également des questions de montant des pensions, c'est-à-dire que le sujet, il est éminemment important pour l'intégralité de nos concitoyens. Au-delà de cette étude d'impact très importante sur la question des retraites, elle est également importante puisqu'on met sur la place un Big Bang total du système de protection sociale, ce qui implique manifestement qu'on aille au bout du sujet. C'est également ce qui doit nous interpeller, l'avis du Conseil d'État. Je n'y reviens pas, chacun le connaît, on a pu en parler, des éléments d'insincérité, d'insuffisance, des projections financières lacunaires. Mes chers collègues, une étude d'impact, ce n'est pas un document de forme. Ce n'est pas un élément accessoire. C'est un élément aussi important, équivalent à mes yeux, que le projet de loi. Nous devons légiférer en toute connaissance de cause. Nous devons légiférer en mesurant les conséquences de nos discussions et de nos votes. Et nous devons d'ailleurs légiférer en conscience. Et ce qui peut nous éclairer, c'est des éléments concrets. Ça contribue à renforcer la qualité de faire la loi, mais surtout, ça renforce la crédibilité du Parlement. Dans le cas d'espèce, nous avons eu un projet de loi sans financement, parce qu'une conférence de financement traite le sujet à côté. Nous avons un projet de loi avec 29 ordonnances. C'est dire que l'étude d'impact devait corriger un certain nombre d'éléments. Le constat, c'est que l'étude d'impact, elle est manifestement empreinte du soupçon. Il y a des doutes. Et dans l'intérêt de chacun, ces doutes doivent être levés. Comment voulez-vous, sur un sujet aussi important, qu'on fragilise la question des retraites si on ne va pas au bout du bout? Ainsi, pour répondre aux critiques, pour répondre aux interrogations, cette enquête est utile. C'est les raisons pour lesquelles nous considérons que les conditions sont réunies pour que nous votions la résolution, la demande présentée par nos collègues. Merci. Nathalie Elimas pour le Mouvement démocrate et apparenté. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous sommes donc amenés à nous prononcer aujourd'hui sur la recevabilité de la proposition de résolution du groupe socialiste tendant à la création d'une commission d'enquête sur la sincérité, l'exhaustivité et l'exactitude de l'étude d'impact relative aux 2 projets de loi instituant un système universel de retraite. La recevabilité de la constitution de la commission d'enquête trouve son origine dans l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 58 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui trouve sa traduction dans plusieurs articles du règlement de notre Assemblée. Or, il apparaît que les conditions nécessaires à la recevabilité de cette proposition de résolution ne sont pas réunies pour que notre groupe y apporte son soutien. En effet, l'objectif d'une commission d'enquête est de recueillir des éléments d'information, soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales.
En l'espèce, la proposition de résolution vise à recueillir des éléments de sincérité, l'exhaustivité et l'exactitude d'une étude d'impact. Il ne s'agit pas là de rechercher des faits déterminés sur un service public ou sur une entreprise nationale. Il semble plutôt que le groupe socialiste utilise son droit de tirage pour contester la qualité d'un document dont l'objectif est, depuis la révision constitutionnelle de 2008, de, je cite, « définir les objectifs poursuivis par le projet de loi, recenser les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposer les motifs du recours à une nouvelle législation ». Il s'agit donc d'un document qui constitue un acte préparatoire à un texte de loi qui l'accompagne pour aider à sa compréhension. Les missions de contrôle parlementaire n'ont pas vocation à exercer a priori de la loi, mais éventuellement a posteriori. C'est l'esprit de la Constitution et des ordonnances de 58. Par ailleurs, le groupe socialiste, appuyé comme à l'accoutumée par les groupes LFI et GDR, a d'ores et déjà utilisé l'outil de procédure adéquate pour contester l'étude d'impact via l'article 9 de la loi organique de 2009, en demandant que les projets de loi soient désinscrits de l'ordre du jour. C'était exactement le 28 janvier dernier, lors de la conférence des présidents, et la conférence des présidents n'a pas accepté cette demande. Ces éléments laissent à penser que cette demande poursuit un objectif politique et non juridique. Il s'agit bien ici de se prononcer sur la recevabilité juridique et non sur l'opportunité d'une telle commission d'enquête. On perçoit tout à fait l'opportunité politique sous-jacente. Il est regrettable qu'un parti dit de gouvernement tente de détourner des procédures parlementaires afin de tirer son épingle du jeu dans l'opposition politique. Les outils de procédure parlementaire ne doivent pas être dévoyés à des fins politiciennes. Et c'est bien ici le sentiment qui prévaut. Pour toutes ces raisons, le groupe MoDem votera contre l'adoption de cette proposition de résolution. Je vous remercie. Monsieur Jumel, ici en commission, on a l'habitude de s'écouter contrairement aux séances, donc je vais vous demander de rester calme. Chacun va s'exprimer, chaque groupe a parfaitement le droit de s'exprimer pleinement ici. Alors, Hervé Solignac, pour 5 minutes, pour les socialistes et apparentés. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je vais essayer de ne pas céder à la provocation, parce que je ne pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Je veux d'abord rappeler que le sort de cette commission d'enquête vous appartient, mes chers collègues. C'est votre conscience individuelle qui est interrogée, et nous considérons que la question est probablement plus morale que politique. J'imagine que la recherche de la vérité intéresse chacune et chacun d'entre vous. L'occasion vous est donnée de faire toute la lumière sur cette étude d'impact qui est remise en cause. L'occasion vous est donnée de faire triompher cette vérité. Et dans quelques minutes, nous saurons si vous le souhaitez ou pas. C'est pourquoi, en complément de ce qu'a dit notre collègue et rapporteur Boris Vallaud, j'aimerais insister sur un précédent qui, pour nous, élimine toute critique portant sur le contrôle de la qualité d'une étude d'impact rédigée par le gouvernement et ses services. Il ne saurait y avoir, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure, de détournement de procédure ou d'irrecevabilité. Figurez-vous, mes chers collègues, que cette même Assemblée a contrôlé en continu l'exercice par le gouvernement d'un pouvoir régalien exceptionnel, celui assis sur la loi du 3 avril 1955 qui fonde l'état d'urgence. À l'initiative du président de la commission des lois de l'époque, Jean-Jacques Urvoas, une majorité parlementaire a décidé de donner à la commission des lois la plénitude des pouvoirs d'une commission d'enquête pour contrôler et évaluer le gouvernement dans la totalité de ses usages de la loi instaurant l'état d'urgence. Alors que la France faisait face à la pire menace terroriste depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, cette majorité parlementaire a armé le Parlement pour ne rien céder au pouvoir exécutif au moment où celui-ci s'attribuait des prérogatives exorbitantes du droit commun. Le Parlement a tellement contrôlé l'ensemble des services du gouvernement que c'est la commission des lois de notre Assemblée qui a produit pendant toute la période de l'état d'urgence des données statistiques les plus sincères, les plus exhaustives, les plus exactes sur les mesures qui ont été prises. Des données non seulement statistiques mais aussi qualitatives, le ciblage des perquisitions, le déroulement des perquisitions, les acteurs des perquisitions, les lieux, les horaires, le traitement des mineurs pendant ces perquisitions, le ciblage des personnes assignées à résidence et j'en passe. Tout cela a été contrôlé sur pièce et sur place. Notre Assemblée est allée chercher l'ensemble de ces données auprès de tous les services concernés, alors même que l'administration centrale du ministère de l'Intérieur ne procédait pas de manière aussi systématique à cette centralisation.
Et pendant que le gouvernement faisait usage des pouvoirs que lui confère cet état d'exception, notre Assemblée a convoqué et entendu sous serment tous les acteurs de l'état d'urgence. Et pendant que le Parlement contrôlé se faisait remettre l'ensemble des données et documents issus des services, auditionner les plus hauts responsables, le gouvernement a pu conduire ses missions de prévention et de sécurité. Il a pu même exercer sa faculté d'initiative législative en faisant proroger à plusieurs reprises ce même état d'urgence. À qui voulez-vous faire croire que le Parlement ne peut pas contrôler la qualité d'une étude d'impact? Assumez votre forfaiture, assumez votre arbitraire, mais épargnez-nous ces faux arguments. Non content d'avoir applaudi debout le 49.3, je crois que vous vous apprêtez à réduire les pouvoirs du Parlement, à vous asseoir sur les droits élémentaires de l'opposition, à dire somme toute que la démocratie ne s'impose pas à vous, mais quel est ce que vous voulez en faire. Si cette majorité refuse au Parlement la mise en place de cette commission d'enquête, alors la funeste démonstration sera faite qu'entre ce pouvoir et un quelconque pouvoir autoritaire, il n'existe plus de différence de nature, mais une simple différence de degré. Des degrés qui fondent chaque jour un peu plus. Je ne vous surprendrai pas évidemment en vous disant que le groupe socialiste et apparenté soutient pleinement la proposition de notre rapporteur. Ce soutien n'est pas un soutien partisan, mais le fruit d'une analyse juridique imparable, construite par notre rapporteur avec l'appui des administrateurs de notre commission dont nous connaissons la valeur. Mes chers collègues, pour une fois dans cette mandature, tenez compte de l'histoire de nos institutions et de notre démocratie. Et songez à ceux qui viendront après vous, dans 5 ans, dans 20 ans. Imposer le fait majoritaire à la simple application de notre Constitution constituerait le franchissement d'un Rubicon vers un terrain dont il n'est pas certain que nous puissions aisément revenir. Quelles conséquences une telle jurisprudence pourrait-elle avoir demain si le Rassemblement national, par exemple, venait au pouvoir? Une perspective que votre politique rend chaque jour plus plausible. J'en appelle, au-delà des clivages partisans, à votre responsabilité morale devant notre Constitution. Cette commission d'enquête n'a pas vocation à empêcher votre projet de réforme de notre système de retraite. Si vous êtes certain de la qualité de votre étude d'impact, alors cette commission d'enquête devrait être vue comme un moyen de renforcer votre projet de loi. Vous êtes face à l'histoire et elle finira tôt ou tard par en juger. Je vous remercie. Merci, s'il vous plaît. Alors, Agnès Firmin-Lebaudot, pour l'UDI Agir Indépendant. Merci Madame la Présidente. Donc, nous examinons ce matin une proposition de résolution initiative du groupe socialiste. Elle vise à créer une commission d'enquête sur l'étude d'impact des projets de loi organique et ordinaire instituant un système universel de retraite. Il revient donc à notre commission de se prononcer sur sa recevabilité, c'est-à-dire de vérifier si elle remplit bien les conditions requises pour sa création. Pour rappel, les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information, soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics et entreprises nationales. À l'évidence, cette proposition de résolution ne concerne pas la gestion de services publics ou d'entreprises nationales, ni des faits précis. Au-delà des conditions formelles, cette proposition de commission d'enquête participe, comme en hémicycle, d'une stratégie de contournement de notre institution. Comme lors de l'examen en séance, nous pourrions penser à ce que cette commission vise à créer une situation de blocage pour ensuite en déplorer les conséquences et continuer le travail d'obstruction si jamais cette demande venait à être refusée. Je précise ici que notre groupe partage évidemment la volonté d'augmenter les capacités de contrôle et d'évaluation du Parlement. Lors de la réforme du règlement, nous avions d'ailleurs proposé d'augmenter le nombre de commissions d'enquête ou de missions d'information que les groupes minoritaires ou d'opposition peuvent demander au titre de leur droit de tirage en les portant de 1 à 3 par session. Mais cette demande de commission d'enquête relève à l'évidence d'un contournement de procédure plutôt que de la nécessité d'évaluer le fonctionnement de nos services publics et le service rendu à nos concitoyens. Les règles pour contester la présentation de l'étude d'impact existent. Cette contestation passe par notre règlement et non par la création d'une commission. Et donc, nous considérons que les conditions juridiques et réglementaires ne sont pas réunies pour que la création de cette commission soit jugée recevable. Et pour répondre à M. Solignac, nous n'avons pas de problème avec notre morale. Alors, Jeannine Dubié pour Liberté et Territoire. Merci, Merci Madame la Présidente. Donc ce matin, nous examinons effectivement la possibilité de créer une commission d'enquête sur la sincérité, l'exhaustivité et l'exactitude de l'étude d'impact relative au projet de loi organique et ordinaire relatif au système universel de retraite.
Et donc, nous discutons non pas de son opportunité, mais de sa recevabilité. L'article 141 du règlement de l'Assemblée nationale dispose que chaque groupe d'opposition ou minoritaire peut obtenir la création d'une commission d'enquête une fois par session. Et c'est ce qu'a fait le groupe socialiste et apparenté. Et c'est cette proposition qui nous est présentée par Boris Vallaud, qui est le rapporteur. Nous considérons dans le groupe Liberté et Territoire que ce droit de tirage est un droit parlementaire et nous ne souhaitons pas y faire obstacle. J'ai bien entendu que notre collègue de La République En Marche considère que cette demande, et d'autres d'ailleurs, MoDem ou UDI, considèrent que cette demande ne correspond pas aux critères réglementaires puisque la commission d'enquête n'a pas pour objet des faits. Mais je voudrais rappeler que ce futur système de retraite fait partie des politiques publiques et qu'en cela, nous avons le droit de faire valoir nos outils de contrôle de l'action publique, notamment sur ce texte. De plus, le gouvernement ayant fait le choix de recourir au 49.3 et donc de faire cesser nos débats prématurément, nous avons encore besoin de lever les doutes et sommes en attente de réponses aux nombreuses questions restées en suspens. Je pense d'ailleurs aux 29 ordonnances, aux 79 amendements qui ont été déposés par le gouvernement et que nous n'avons pas pu examiner. Je pense effectivement au Conseil d'État, ça a été rappelé, je ne vais pas y revenir, sur le fait que l'avis en fait montre et dénonce en fait le perte de visibilité d'ensemble et de cette réforme nécessaire à l'appréciation à la fois de sa constitutionnalité mais aussi de sa conventionnalité. Je pense aussi, et on ne le rappelle pas aussi, assez, au Conseil supérieur de la fonction militaire, qui a lui-même émis beaucoup de réserves, beaucoup d'incertitudes sur le financement, sur la valeur du point, adossé à un indice qui n'existe pas encore, mais ceci dit, on a le temps de le créer jusqu'en 2045. Je pense aux revalorisations salariales des fonctionnaires, par exemple, qui auraient dû être traités avant la mise en œuvre de la réforme, notamment pour tout ce qui touche aux primes. Je pense aux négociations sur la pénibilité. Bon, en fait, pour toutes ces raisons, je pense que cette commission d'enquête est nécessaire, elle est utile et je trouve dommage que le groupe majoritaire ne se saisisse pas de cette occasion pour renouer le lien de confiance qui est distendu avec nos concitoyens sur ce projet de réforme du fait de trop d'incertitudes contenues dans le projet. Je terminais sur un point aussi qui a attiré notre attention. Toutes les projections à l'intérieur de cette étude d'impact se basent sur un âge d'équilibre en 2037 à 65 ans. Or, quand on lit, on nous semble bien que c'est d'ores et déjà l'âge d'équilibre aura vocation à reculer, ce qui n'apparaît pas dans l'étude et ce qui amenuise en fait l'impact sur ce que vous dites quand vous dites ça permettra aux femmes de pouvoir bénéficier d'une retraite plus importante qu'aujourd'hui. Eh bien, je le redis, ce n'est pas vrai. Parce que vous ne prenez pas en compte le fait qu'aujourd'hui, les femmes, quand elles ont des enfants, elles ont des trimestres de bonification qui réduisent effectivement l'âge de départ à la retraite par rapport aux 67 ans. Donc, pour toutes ces raisons, le groupe Liberté et Territoire soutient cette demande et votera favorablement. Merci. Adrien Cotanas pour la France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Preuve, s'il en fallait une, que la bataille des retraites n'est pas terminée et que la nuit que nous avons vécue n'en constitue absolument pas l'épilogue. Ce matin, aux premières heures de nos travaux, nous sommes de nouveau en train d'en parler et cet après-midi, nous allons continuer. Cette nuit, sans gloire, dans une ambiance qu'il convient de qualifier de crépusculaire, au milieu d'une crise du coronavirus face à laquelle notre pays est mobilisé, et le monde entier d'ailleurs,
avec l'usage d'un 49.3 détourné et abusif, qui a vu contre lui 2 motions de censure, puisque c'est l'usage à être déposé et examiné. Le texte des retraites a été adopté en première lecture. Je l'ai dit hier au Premier ministre, en 2016, il avait correctement expliqué quel était l'usage du 49.3. Le Premier ministre disait clairement que le 49.3 avait vocation à museler la majorité et non pas l'opposition. S'il est en accord toujours avec son propos de 2016, c'est donc qu'il a souhaité museler la majorité. Peut-être craignait-il les effets d'un vote qui aurait donné à voir au grand public l'érosion, et je pèse mes mots, en cours du groupe majoritaire qui a connu de nombreuses défections ces dernières semaines et qui plus est, qui en a connu d'autres depuis l'utilisation de ce 49.3. Le Premier ministre avait eu l'occasion de dire aussi que le 49.3 n'avait pas vocation effectivement à museler l'opposition parlementaire. Pourtant, c'est bien ce qu'il a fait. En dégainant ce 49.3 seul contre tous, seul contre la représentation nationale, seul contre la majorité de Français opposés à ce texte de loi, seul contre les manifestants et les grévistes, venus hier sous les fenêtres de l'Assemblée nationale, dont il faut rappeler qu'elle est leur maison, la maison du peuple, contre les engagements du président de la République aussi, puisque rien, absolument rien de ce projet de loi ne correspond aux engagements programmatiques présidentiels que vous avez défendus et qui devraient vous donner cette légitimité derrière laquelle vous vous parez régulièrement, contre certains de vos soutiens qui depuis vous ont lâché, et contre même l'avis de certains membres du groupe majoritaire qui depuis l'ont quitté, contestant l'usage de cet outil de la Constitution. Pour notre part, ce que nous avons fait, c'est simplement être en règle avec le mandat qui nous a été confié, à savoir nous opposer et proposer. On parle d'obstruction parlementaire, mais chacun conviendra, et parmi ceux qui ont le plus d'expérience, qu'avec 41 000 amendements de tous les groupes d'opposition et groupes majoritaires confondus, qui plus est avec, en ce qui concerne le groupe auquel j'appartiens, une duplication par 17 des amendements, non pas pour prendre 17 fois plus la parole, puisque c'est impossible, quand l'amendement est identique, il ne peut être défendu qu'une fois, mais simplement pour assurer que, quel que soit le membre du groupe qui est présent à toute heure du jour ou de la nuit, eh bien, il puisse défendre un amendement. Nous étions loin des grandes heures de l'obstruction. S'il s'était agi d'en faire, nous aurions cherché à battre des records. Je citerai 2 exemples. 137 000 amendements au moment de l'étude de la privatisation de GDF et 2 mois pleins de discussions sur TF1. Bref, le bilan de ces 15 jours de débat, d'ailleurs, est plutôt intéressant. Vous avez dit que nous aurions empêché, que les groupes d'opposition auraient empêché le débat de fond. Mais en réalité, nous n'avons jamais fait autre chose que de déposer, y compris des amendements de forme, pour débattre du fond. Quand nous remplacions un terme par un autre, il n'est pas vrai que nous venions discuter d'une leçon de vocabulaire. Nous avons beaucoup intervenu sur le fond, et d'ailleurs le bilan de ces 15 jours est de mon point de vue positif si on considère tous les lièvres qui ont été levés, à la fois en commission spéciale, mais aussi effectivement au sein de l'hémicycle. Bref, ici, nos collègues proposent de poursuivre la discussion en mettant en cause un objet qui a vu ce procédé ici, notamment en commission, beaucoup de controverses entre nous, l'étude d'impact. À plusieurs reprises, nous vous avons dit qu'elle était truquée, notamment par le fait qu'elle gelait l'âge d'équilibre et rendait les cas types faussés, et qu'elle favorisait largement des carrières dont beaucoup de Français rêveraient d'en bénéficier. Et vous êtes apparu à chaque fois dans le débat comme très sûr de vous sur la sincérité de cette étude d'impact. Par conséquent, cette commission d'enquête, c'est vous qui aurez dû la demander, pour clore la polémique. Et donc je ne doute pas du fait que pour clore la polémique, et parce que vous avez toute confiance dans votre texte, vous allez souhaiter que cette commission d'enquête se fasse pour prouver votre bonne foi et le fait que ce texte correspond à ce qui était son objectif. Je termine, Madame la Présidente, en balayant d'un revers de la main peut-être un peu sévère les arguments juridiques pour justifier le fait que cette commission d'enquête ne puisse pas avoir lieu, puisque je veux rappeler qu'à l'heure actuelle, notre Assemblée travaille sur une commission d'enquête qui a pour objet la prolifération des moustiques. Il n'y a pas que celle-là, monsieur, ce serait un peu réducteur. Pierre Dharréville pour la gauche démocrate et apparentée. Et républicain. Merci Madame la Présidente. Bien, les démonstrations qui nous ont été présentées sont à l'image de l'étude d'impact. Et pour vous être agréable, je me contenterai de dire que nous l'avons trouvée très fragile.
très fragile et également l'objet de beaucoup d'éléments de langage. En réalité, ce sont, si j'ai bien écouté ce qui nous a été dit, des raisons politiques qui vous conduisent à refuser la création de cette commission d'enquête. Il s'agit là bien de vérifier la sincérité, l'exhaustivité, l'exactitude de cette étude d'impact qui est le fondement du travail législatif que nous avons eu à opérer. Plus que légitime, à nos yeux, elle est nécessaire. Nécessaire pour faire la lumière sur les lacunes de cette étude d'impact et sur les conditions de sa réalisation. Cette étude a été beaucoup critiquée. Elle a été par le Conseil d'État dans son avis. Il a indiqué que les documents d'impact doivent répondre aux exigences générales d'objectivité, de sincérité des travaux procédant à leur élaboration. Cela constituait un rappel à l'ordre. Elles ont été critiquées par les organisations syndicales et encore hier, François Aumeril, le dirigeant de la CFE-CGC, tweetait la chose suivante. Je lance un appel. Est-ce qu'il existe une seule étude un peu sérieuse qui confirme les affirmations du gouvernement sur son projet? Il s'agit donc bien là de répondre à cette question posée, y compris par les organisations syndicales. Cette étude, à nos yeux, nous l'avons dit, mais aux yeux de beaucoup, est carencée, orientée, trompeuse. Et une étude d'impact sérieuse nous a fait défaut dans les débats. Par ailleurs, cela vient délégitimer nombre d'arguments qui ont été employés par le gouvernement et la majorité pour justifier sa réforme. Nous avons, pour ce qui nous concerne, effectivement, demandé par courrier, en date du 27 janvier 2020 au président de l'Assemblée nationale, le report de l'inscription des 2 projets de loi au motif que cette étude d'impact méconnaissait les exigences posées par l'article 8 de la loi organique de 2009, qui découle elle-même de l'article 39 de la Constitution. Nous regrettons qu'il n'y ait pas été fait droit. Pour nous, il n'existe aucun obstacle juridique à ce que cette commission d'enquête puisse voir le jour. Comme cela a été indiqué précédemment, la séparation des pouvoirs est parfaitement respectée. Des commissions d'enquête ont déjà mené leurs travaux sur des lois en cours de discussion. Cette demande est précise, comme cela est imposé par l'article 137. Elle respecte l'article 138 dans le sens où aucune précédente commission d'enquête n'a porté sur le même objet. Elle satisfait à l'article 139 qui précise qu'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ne peut être discutée lorsque des poursuites judiciaires sont en cours sur des faits ayant motivé le dépôt de la proposition. Vous voudriez que tout cela ne puisse intervenir que lorsqu'il est trop tard, a posteriori. Nous pensons que le rôle du Parlement n'est pas d'obtempérer, n'est pas de protéger le gouvernement. Et il s'agirait donc là d'une négation des droits du Parlement et du droit des minorités parlementaires. Les droits de l'opposition ne sauraient être réduits au nom de considérations politiques. Il s'agit d'un droit fondamental, exercé à travers ce droit de tirage, un outil essentiel pour contrôler l'action du gouvernement. Si vous refusiez ce droit, c'est qu'il n'est que partiel, soumis donc à votre volonté, à des contingences politiques, et cela ne serait pas acceptable. C'est d'autant plus nécessaire que, suite à ce débat tronqué, le texte reviendra avec une lecture définitive, et donc nous pourrions avoir des éléments supplémentaires sur ce qui fonde nos décisions à cette occasion. Les conditions du travail parlementaire ont été particulièrement dégradées. Nous avons eu le sentiment de légiférer à l'aveuglette pour le moins et de ne pas légiférer du tout au bout du compte avec l'article 49.3. Si vous refusez cette commission d'enquête, vous vous rendrez donc coupable d'un nouvel acte d'autoritarisme. Après la négation de la fonction législative du Parlement, ce serait la négation de sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Après, on pourra toujours vanter les mérites du printemps et de je ne sais quoi d'autre. Il faudra y voir une forme d'aveu, l'aveu qu'il y a quelque chose à cacher. Si le gouvernement était irréprochable, vous n'auriez rien à craindre. Et si vous décidiez de refuser cette commission d'enquête, vous auriez au final coché toutes les cases. Vous auriez effectivement acté ce passage en force à toutes les étapes et ce serait une forfaiture. Merci. Alors, monsieur le rapporteur, je vais vous laisser la parole et ensuite je passerai la parole aux personnes qui l'ont demandé en rappelant que c'est pour 1 minute chacun pour que nous puissions passer aux conclusions. Monsieur Vallot. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de répondre le plus précisément possible aux objections qui ont été soulevées, même si aucune ne me paraît véritablement fondée en droit. J'ai d'ailleurs trouvé l'argumentation assez légère. C'est sur le terrain essentiellement de l'opportunité
que les groupes qui ont déclaré qu'ils ne voteraient pas cette commission d'enquête se sont exprimés parlant de manœuvres politiques ou de détournement de procédure. C'est autant d'appréciations sur la recevabilité de cette étude d'impact qui sont interdites par notre règlement. Et je voudrais vous le rappeler avec une certaine solennité. Ce sont des termes qui n'auraient pas dû trouver leur place dans vos argumentations, sauf à en dévitaliser la solidité. Premier élément, vous avez évoqué la question de la précision des faits qui donnent lieu à enquête ou aux services ou entreprises publiques dont la commission d'enquête doit examiner la gestion. D'abord, j'ai noté quand même pas mal de confusion, puisque dans le propos de Mme Elimas, elle parlait de faits déterminés sur des services publics, ce qui n'est pas dans la façon dont est rédigé notre règlement, qui prévoit de façon alternative soit des faits précis, soit des entreprises ou des services publics clairement déterminés. Les faits précis, je les ai évoqués, je crois, avec force de détail dans ma présentation initiale. Il s'agit de la sincérité, de l'exhaustivité, de l'exactitude. J'ai évoqué de façon très précise les conséquences des mécanismes de transition, les mécanismes de calcul, les flux financiers liés à ces périodes de transition, les dispositifs de compensation, les conditions d'éligibilité à la retraite minimale, l'évolution de ce montant de pension dans le temps du fait des coefficients d'actualisation, pour ne citer que quelques-uns des faits précis, extrêmement précis, de notre résolution. Je voudrais quand même, pour que vous l'ayez en tête, vous rappeler les faits que vous avez admis comme précis dans d'autres cas de commission d'enquête. Première, c'est la commission d'enquête de l'UDI sur la fraude aux prestations sociales. J'ai regardé la façon dont ont été déterminés les faits. Les faits, c'est un état des lieux des pratiques. Cela me paraît un peu moins clairement et précisément déterminé que j'ai fait l'effort de le faire. Il y a également une commission d'enquête sur l'alimentation industrielle. Les faits, ils sont rédigés de cette manière: augmentation de la consommation de produits alimentaires industriels. La précision de ces faits me paraît bien inférieure à celle que j'ai, moi, argumentée dans ma présentation. Et il serait d'une extraordinaire mauvaise foi de plaider que ces faits sont insuffisamment déterminés, alors qu'ils ont été avec une très grande précision. Vous avez évoqué qu'il y a des possibilités d'interroger ou de contester l'étude d'impact. Deux procédures que j'ai moi-même évoquées dans mon intervention, qui sont la possibilité de nommer un rapporteur pour avis et la possibilité de saisir le comité d'évaluation des politiques publiques. Nous avons en effet formulé cette demande. Et la commission d'enquête aurait pu éventuellement être invalide s'il avait fait droit à ces demandes de création d'un rapporteur pour avis ou de saisine de la commission compétente. Il n'en a rien été. Et donc, cette étude d'impact n'a fait l'objet d'aucune espèce d'évaluation ou d'aucune espèce d'appréciation. Et donc, de ce fait, cette commission d'enquête est possible. Vous prétendez qu'il s'agit d'un élément de la procédure législative qui serait insusceptible, au fond, de l'examen d'une commission d'enquête, ou que ça pourrait se faire éventuellement ex post. J'ai fait la démonstration, avec les deux procédures qui n'ont pas été retenues, que l'examen d'une commission d'enquête pouvait être exempté. Ensuite, vous avez une conception très restrictive des pouvoirs constitutionnellement garantis au Parlement de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. C'est parce qu'il y a des possibilités de contrôle et d'évaluation des politiques publiques qu'il y a des commissions d'enquête. Et donc les commissions d'enquête, elles ne portent pas seulement sur... ou le pouvoir de contrôle ne porte pas seulement sur les pouvoirs ou les fonctions exécutives du gouvernement, mais sur toutes les fonctions du gouvernement, y compris la préparation des lois qui, en dernier ressort, relèvent quand même, au moment du vote, du Parlement. Et vous avez une conception bien étroite de la séparation des pouvoirs, parce que la séparation des pouvoirs, dans un a contrario, c'est le refus de la concentration des pouvoirs entre une seule main, une seule institution, une seule autorité. Dans notre pratique institutionnelle, dans notre tradition parlementaire, eh bien, il n'est pas fait obstacle à ce qu'il y ait à la fois la séparation des pouvoirs et une responsabilité du gouvernement devant la représentation nationale. Et donc l'argument que vous invoquez ne tient pas le moins du monde. D'autant que, et ça a été rappelé avec force de détail par mon collègue Hervé Solignac, nous avons des précédents qui ont permis de faire la démonstration qu'une commission d'enquête n'entravait en rien la liberté de légiférer ou l'exercice de prérogatives de puissance publique, parfois exorbitantes, comme dans le cas de l'état d'urgence, de l'exécutif. C'était le cas également
de la commission d'enquête de 1997 de Jean Arthuis sur les conséquences des 35 heures, alors que la loi n'avait pas encore été discutée et qu'elle venait d'être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il n'y a eu aucune espèce d'entrave ni d'obstruction. Qu'est-ce qu'une commission d'enquête? Une commission d'enquête, elle a vocation à recueillir des informations. Quel est l'objet d'une étude d'impact? De nous donner des informations. En réalité, l'un et l'autre concourent à l'éclairage de la représentation nationale, et c'est une exigence que nous devrions tous partager que d'y voir clair sur les tenants et les aboutissants d'une réforme qui est d'une insigne complexité. D'une insigne complexité. Avec une étude d'impact sur laquelle le soupçon de son inexactitude, de son imprécision, de son insincérité pèse dans les mots du Conseil d'État, dans l'appréciation de nombreux experts, dont des économistes, qui furent proches de la majorité dans la préparation de cette réforme et qui aujourd'hui ont pris du champ justement sur le fondement de cette étude d'impact. Et je dois vous dire que ce qui, en droit, ce qui n'est pas interdit par la loi, est autorisé. Et les cas dans lesquels une commission d'enquête ne peut pas être constituée sont clairement déterminés par la loi et par la Constitution. Nous l'avons évoqué, c'est en cas d'existence de poursuites judiciaires. Et puis il y a une autre limitation au pouvoir d'enquête d'une commission. C'est l'alinéa 7 de l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 qui dit très clairement que les rapporteurs sont habilités à se faire communiquer tout document de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. Tout le reste est autorisé, et vous n'avez aucun argument de droit, aucune espèce de disposition constitutionnelle, organique, législative ou réglementaire qui permette de dire l'inverse. Je voudrais terminer par dire que le respect des droits de l'opposition ne devrait pas se discuter. Et que la dictature de la majorité commence dans la contestation des droits de l'opposition. Oui, les mots ont un sens et je les prononce à dessein. Chacun, en conscience, doit savoir ce qu'il en est de cette commission. Dans cette commission d'enquête, dans laquelle la majorité, c'est une tautologie, sera majoritaire, qu'elle présidera, et dont elle pourra décider par un vote de rendre ou non public le rapport. Le fait de refuser cette étude d'impact est non seulement une mauvaise manière faite aux droits de l'opposition, et donc en réalité à la vitalité du débat démocratique, qui devrait tous nous préoccuper, mais c'est aussi l'aveu que vous avez vous-même un doute sur la sincérité, l'exhaustivité de cette étude d'impact. Bien. Alors, nous avons des demandes d'intervention. J'ai pas la liste. Ah, pardon. Alors, Monsieur Perru, pour les Républicains, pour 1 minute. Ah non, c'est pas... Madame la Présidente, Monsieur sur la mise aux voix de cette résolution, je solliciterai en application de l'article 44 alinéa 2 un scrutin. Le scrutin, il aura lieu, mais à bulletin secret, donc. D'accord. Bon, écoutez, moi, D'accord. Bien. Donc, je passe la parole à Monsieur Perru pour les Républicains. Madame la Présidente, mes chers collègues, l'obligation d'étude d'impact a été décidée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, on le sait, et je cite, « en vue d'améliorer la qualité de la loi en même temps que renforcer le Parlement ». Et la loi organique de 2009 a même précisé qu'il s'agissait de l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales, ainsi que des coûts et bénéfices des dispositions envisagées. Alors comment aujourd'hui est-il acceptable que nous puissions évoquer, travailler sur un texte d'une telle envergure qui concerne l'ensemble des Français et que nous ne puissions pas travailler avec une étude d'impact sincère et de qualité qui aurait dû avoir un rôle essentiel de notre travail de parlementaire. D'ailleurs, la conférence des présidents aurait pu elle-même décider que l'étude d'impact est insuffisante et qu'elle soit améliorée. Je ne tiendrai d'ailleurs pas ces propos si le Conseil d'État ne nous avait pas renforcé dans cette conviction que les projections financières transmises sont en deçà de ce qu'elles devraient être, de sorte qu'il incombe au gouvernement de l'améliorer, et ce qui n'a pas été fait et ne nous a pas permis de discuter avec bien sûr tous les éléments de ce texte de loi. Merci. Madame Iborra, pour la République En Marche. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, notre objectif, même si vous ne croyez pas, n'est pas de minimiser le rôle du Parlement.
Et au-delà des propos outranciers de notre collègue représentant le groupe socialiste, témoin donc et donc excusable du désespoir dans lequel se trouve son groupe aujourd'hui, loin de grandir le Parlement, en fait, votre démarche le réduit à un problème de procédure. Procédure, commission d'enquête est d'abord un détournement de cette procédure que l'on pourrait qualifier honnêtement de manœuvrière, telle que l'avait évoqué d'ailleurs Lionel Jospin en son temps, dans une situation qui était similaire. Témoin, et c'est ça qui peut nous attrister, d'un conservatisme qui tolère finalement les injustices et les inégalités dans la loi actuelle, tout en prétendant les combattre. Je pense, mes chers collègues, que les Français ne s'y tromperont pas. Avancer un problème de procédure quand on ne peut pas parler d'alternative à ce qui est proposé, ça reste un échec pour ceux qui l'introduisent. Merci, Monsieur Jumel, pour le groupe GDR. Madame la Présidente, en développant des arguments quelquefois différents, nous avons les uns et les autres dit que la République était abîmée, que le Parlement était affaibli, et que d'une certaine manière, notre démocratie parlementaire était déstabilisée. La commission d'enquête qui nous est proposée, avec des arguments juridiques irréfragables, solides, étayés, nous offre l'occasion de renforcer les pouvoirs du Parlement. Dans ces conditions, ma question est presque biblique. N'ayez pas peur. De quoi avez-vous peur à travers cette commission d'enquête? Soit l'étude d'impact que vous avez présentée pour votre projet de loi est solide, et la commission d'enquête le démontrera, soit elle est lacunaire, pipée, pipotée, et à ce moment-là, le Parlement se trouvera rehaussé. Je veux vous mettre en garde aussi sur le fait que le refus politique, pour ne pas dire politicien, de la constitution d'une commission d'enquête peut constituer un élément d'inconstitutionnalité supplémentaire pour votre fabrication de ce mauvais projet. Merci. Monsieur Cyril Isaac-Sibyl pour le MoDem. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers amis, soyons simples et parlons vrai. Monsieur le rapporteur, messieurs les socialistes, quel est l'objectif de cette demande de commission d'enquête? Mieux éclairer les députés? Faire la lumière sur la réalisation de cette étude d'impact? Vérifier sa qualité? Pour enquêter auprès de qui? Pour auditionner qui? Non, l'objectif recherché n'est pas là. Il s'agit d'une manœuvre pour vous démarquer. Vous qui avez du mal à exister au milieu de l'obstruction insoumise et communiste. À chacun son rôle. Aux communistes et aux insoumis, l'obstruction. À vous, les procédures. L'objectif, ralentir, ou plutôt, et c'est plus grave, interférer sur le processus législatif. Utiliser toutes les procédures pour ce faire. Profondément attachés au respect de notre institution, nous trouvons ces démarches inappropriées et nous n'apporterons pas notre soutien à cette commission d'enquête car ce serait dévoyer les outils de notre Assemblée. Merci. Merci. Madame Isabelle Valentin, pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. Vous soulignez dans l'exposé des motifs la hâte et la précipitation qui caractérisent les conditions d'examen de la réforme des retraites. En effet, l'étude d'impact est insuffisante, les projections financières sont lacunaires et le recours à 29 ordonnances sur 65 articles est injustifié. Une des missions des députés est bien le contrôle du gouvernement. Or, nous n'avons eu ni le temps ni les moyens d'examiner ce texte dont les conséquences financières sont encore aujourd'hui méconnues. Nous n'avons jamais vu un projet de réforme de telle importance soumis à l'examen du Parlement sans que le moindre chiffrage soit rendu public et sur lequel nous n'avons eu aucune réponse à nos questions. Il serait donc opportun de bénéficier des compétences propres à une commission d'enquête pour pallier au manquement de l'étude d'impact. Enfin, puisqu'aucun élément de droit ne semble faire obstacle à cette création de commission d'enquête, il serait souhaitable qu'elle puisse avoir lieu, ne serait-ce que pour redonner au Parlement tout son rôle. Merci Madame. Régis Juanico pour les Socialistes. Chers collègues, ça fait 13 ans que je suis député, j'ai été dans la majorité, j'ai été dans l'opposition, j'ai même été dans l'opposition de la majorité. Je n'ai jamais vu les droits de l'opposition et du Parlement bafoués à ce point. Vous êtes en train de créer un précédent fâcheux. L'article 24 de la Constitution stipule que le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement, évalue les politiques publiques. Sur les retraites, votre texte a été adopté sans vote.
vous avez 2 fois interrompu la discussion en commission spéciale et en séance publique. Et là, vous aggravez votre cas en nous refusant un droit de tirage à l'opposition sur une commission d'enquête. C'est un deuxième 49.3, c'est une deuxième censure politique. Alors que le contrôle de la qualité des études d'impact est une mission fondamentale de contrôle du gouvernement. En effet, les études d'impact, ce sont les services du ministère qui les font. Ils sont donc juges et parties. Et d'ailleurs, tous les rapports parlementaires et les révisions du règlement que nous avons opérés ces dernières années stipulent un rôle à l'opposition de contrôle, de contre-expertise de l'étude d'impact. C'est l'article 145-7. La vérité vous fait peur. Si cette étude d'impact est si parfaite, vous ne devez pas en avoir peur de cette commission d'enquête. Merci. Monsieur Guillaume Chiche. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, rien ne s'oppose juridiquement à la création de cette commission d'enquête. Cela rentre dans le cadre de l'ordonnance de 58. Cela est soumis d'ailleurs pour cette raison à l'appréciation pleine et entière de notre commission. Il s'agit du droit des oppositions au terme de l'article 141 alinéa 2 du règlement de notre Assemblée. C'est un droit de tirage, une fois par session ordinaire pour les groupes d'opposition ou les groupes minoritaires. L'usage de ce droit, il n'aura pas d'effet suspensif vis-à-vis de nos travaux et de la bonne conduite de la réforme des retraites. Mais au-delà des aspects juridiques, je veux m'exprimer comme parlementaire, et même si ça touche à l'opportunité, en séance, les groupes d'opposition n'ont eu de cesse que de taxer cette étude d'impact de trucage, d'insincérité. Et je crois que sur un projet de loi qui souffre déjà à cause de l'obstruction qui a eu lieu d'un certain nombre de suspicions, nous devons toutes les lever. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a un bien fondé à mettre en place cette commission d'enquête et qu'avec plusieurs de mes collègues, j'y voterai favorablement. Très bien. Alors, monsieur Jean-Carl Grelier. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai beaucoup entendu dans les interventions des groupes ce matin et des orateurs des groupes la notion de détournement de pouvoir. Mais voyez-vous, le détournement de pouvoir, c'est de confondre recevabilité et opportunité. Parce qu'en fait, ce qui nous a été servi comme argument ce matin, ce sont des arguments factuels, ce sont des arguments politiques, et cela relève de la plus stricte opportunité. La recevabilité, c'est faire du droit. Or, je n'ai pas entendu d'arguments juridiques qui soient de nature à s'opposer à la démonstration qui a été faite par le rapporteur. C'est la raison pour laquelle je lui apporte bien évidemment tout mon soutien, d'autant que j'ai un peu le sentiment, dans tout ce qu'on a pu entendre ce matin, qu'on est en train de nous rejouer, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire, de triste mémoire. Merci. Clémentine Autain pour les filles. Oui, mes chers collègues, c'est le pouvoir législatif et pas l'opposition que vous êtes en train de mettre en pièces là, parce que cette étude d'impact, c'est la risée, même le Conseil d'État. Même le Conseil d'État n'est pas en mesure de cautionner, et pour cause, on a dans cette étude un âge d'équilibre à 65 ans immuable, 1,3% de croissance immuable, des débuts de carrière à 22 ans, qu'on soit ouvrier ou qu'on soit magistrat, des cas complètement loufoques, je pense à Marie l'infirmière au salaire de 2500 €, des cas manquants, comme notamment les femmes avec des enfants qui ont disparu. Donc il y a des flous aussi parce que votre texte comportait un nombre hallucinant d'ordonnances et que donc cette étude n'est pas sincère. Et vous nous dites qu'il n'y a pas de fait. Mais mes chers collègues, le fait déterminé, c'est la mauvaise qualité de l'étude d'impact. Qui serait en cause juridiquement? On pourrait engager la responsabilité du gouvernement pour défaut de qualité de la loi, parce que nous ne sommes pas correctement éclairés et que donc cette étude est partielle et partiale. Et si la commission d'enquête ne convient pas, celle qui est proposée, dites-nous quel est le moyen du pouvoir législatif pour contester le fait qu'on soumette à notre Assemblée une étude qui est une étude faussée. Merci. Je termine en disant que le gouvernement se gargarise de lutter contre les fake news, mais qu'en même temps, vous défendez bec et ongle un rapport tronqué. Oui, il y a un problème. Catherine Fabre. Ça marche pas. Ah, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, vous dites qu'on se positionne en opportunité, mais 100% des arguments donnés
par Madame Limon se fondait sur de la recevabilité. C'est le premier point. Deuxième point, vous dites que vous avez été très très précis, mais on ne vous reproche pas de ne pas être précis. On vous dit que votre commission d'enquête ne porte pas sur des faits, événements advenus. Et là, Madame Clémentine Autain vient encore de démontrer le contraire. Ensuite, vous dites qu'on ne respecte pas les droits de l'opposition et vous vous laissez même aller à des excès indignes de votre parcours en parlant de dictature de la majorité. C'est bien le contraire qu'on fait. On cherche justement à renforcer les pouvoirs du Parlement et à respecter les droits de l'opposition. On cherche à les renforcer en faisant respecter les règles. Vous souhaitez contourner, détourner de leur esprit ces règles, et c'est bien ça, à mon sens, qui affaiblit les institutions. Ce qu'un député, à mon sens, ne peut pas tout, et notamment, il ne peut pas s'affranchir des règles dont il s'est lui-même doté par son règlement. Le droit de tirage, il n'est pas absolu, il s'exerce dans les conditions fixées par l'article 140 de ce règlement, et donc ce droit de tirage ne peut s'exercer qu'une fois passée la question de la recevabilité. Et c'est justement ce que nous sommes en train d'examiner ici. Donc votre demande ne passe pas cette étape, car vous savez bien qu'elle n'est pas recevable, et nier cette étape serait inconstitutionnel. Et donc moi je considère au contraire que nous sommes en train de complètement respecter le Parlement par notre position. Merci. Excusez-moi, je n'avais pas regardé le chrono. Delphine Bagary. Merci, Madame la... Ça marche ? Oui, merci, Madame la Présidente. Je profite de ce... Ça part... Ça... Merci, oui, ça marche. Je profite de ce temps de parole que vous m'octroyez pour... vous dire que je ne voterai pas aujourd'hui parce que je ne suis plus membre de la commission des affaires sociales et que pour dire à tous et toutes combien j'ai eu de plaisir à travailler avec vous et que la conséquence de ma décision de quitter le groupe hier est celle-ci et c'était peut-être la plus difficile pour moi. Concernant la commission d'enquête, il me semble que nous allons là l'occasion de nous saisir d'un outil supplémentaire pour nous éclairer tous et toutes en tant que législateurs, législatrices, afin d'avoir un vote final qui puisse être argumenté, notamment sur le côté financier. Donc c'est une proposition de commission d'enquête que je soutiens entièrement. Laetitia Romero-Dias. Merci Madame la Présidente. Monsieur Vallaud, vous nous avez habitués à plus de rigueur dans vos travaux. Nous voilà maintenant avec une demande qui ne respecte même pas les règles de recevabilité. J'y vois là la frustration d'un leadership perdu, obligeant votre groupe à observer insoumis et communistes détourner les procédures parlementaires sans pouvoir exister. C'est triste de courir après les extrêmes comme cela. Il y a plus incompréhensible, c'est votre incohérence et votre manque d'humilité. Incohérence, vous qui aimez vous poser en défenseur de la fonction publique, louant leur qualité, vous remettez désormais en cause leur travail, leur sincérité, leur préférant quoi? Une expertise extérieure, privée? Manque d'humilité, car en droit français, c'est le Conseil d'État qui est en charge du contrôle des études d'impact. Et le Conseil d'État lui-même a validé cette étude. Mais vous prétendez faire mieux que lui. Les insoumis ont abîmé le débat parlementaire et vous voulez désormais remettre en cause la valeur du travail de nos fonctionnaires. Franchement, arrêtez cette mascarade et retournons au travail. Merci, s'il vous plaît. Non. Alors, je vais demander au rapporteur Brahim Hamouche. Il faut signaler largement avant parce que là, on va passer aux opérations. Oui, non, mais merci Madame la Présidente. Je voulais pas trop intervenir, mais ça va pas être très long parce que je voulais juste colliger. Je voulais juste colliger les. En fait, ce qu'on assiste avec cette proposition de commission d'enquête est vraiment symptomatique de la méthode utilisée par l'opposition depuis le début de nos travaux sur cette réforme des retraites. On nous a contesté tout et n'importe quoi. On nous a contesté la sémantique, on nous a contesté l'universalité, on nous a contesté la sincérité, et maintenant on vient contester les instances, notamment le Conseil, parce que finalement, cette commission d'enquête, elle va aller mettre le doigt sur un certain nombre de choses qui sont écrites, qui sont notées, qui sont dites par le Conseil d'État. Est-ce que c'est une remise en cause du Conseil d'État ? Est-ce que là, on n'est pas réellement dans un débord
et un manque de savoir qui fait quoi dans notre démocratie, qui a des institutions à respecter, parce que ce sont les piliers de la démocratie. Alors, il y a un certain nombre de respects qui ne sont pas au rendez-vous, et je voudrais dire que tout à l'heure, juste pour terminer, sur... Pardon. Non, mais rappuyez sur... Voilà. Bien, bon, alors voilà. Et Thibault Bazin, pour conclure. Merci Madame la Présidente. Merci de m'accueillir dans votre commission. Nous tenions à être très présents ce matin parce que c'est un sujet de fond et qui est un peu une promesse du nouveau monde, celle de pouvoir évaluer et de contrôler nos politiques publiques. Et je crois qu'on est pleinement dans notre rôle et qu'il n'y a pas de confusion des rôles. C'est celle de pouvoir vérifier, de pouvoir examiner comment se sont fait les choses. Et on sait bien, mes chers collègues, si vous... personne ne m'écoute, Madame la Présidente. D'accord. Merci, Madame la Présidente. S'il vous plaît, il y a trop de bruit. Je crois qu'il y a un sujet de fond qui est posé. On a une étude d'impact qui fait l'objet de polémiques. On a un certain nombre de cas qui ne sont pas mentionnés. On a des explications qui manquent. Et je crois que ce travail qui est proposé par notre institution fait honneur à la mission qui est la nôtre de pouvoir examiner en vérité cette étude d'impact. Et je crois qu'il faut la soutenir pleinement. Merci. Alors maintenant, je repasse la parole au rapporteur et puis nous passerons aux opérations de vote que je préciserai. Merci, Madame la Présidente. Peut-être commencer par la dernière réflexion où il y a eu à la fois un compliment et un reproche de vous avoir habitué à mieux, du point de vue de la rigueur, et puis de contester la présentation telle que je l'ai faite, accusé d'en prendre à la fonction publique et de douter de la compétence du Conseil d'État. Je sais trop bien le travail de la haute fonction publique pour ne pas la respecter. Et si j'ai choisi dans ma carrière le service du bien public, ça n'est pas par hasard. Ici, je considère toujours qu'on ne sert pas l'État comme on sert une entreprise privée. C'est parce que j'ai, y compris dans mes fonctions de parlementaire, ce respect de l'institution publique. C'est peut-être vous qui ne l'avez pas en confiant, par exemple, à des cabinets privés le soin de réaliser certaines études d'impact. C'est peut-être que vous ne faites pas suffisamment confiance à vos fonctionnaires. Par ailleurs, c'est parce que je respecte trop le Conseil d'État et son avis que je me préoccupe de l'appréciation qu'il a eue de l'étude d'impact et de cette loi. Et qu'il a été le premier à mettre en cause publiquement la piètre qualité de cette étude d'impact. Je dois vous dire, à vous écouter, que je n'ai entendu aucun argument fondé, solide, sur le plan juridique. Et je vous renvoie à ce qui a été votre appréciation de ce que devaient être des faits précis dans d'autres commissions pour lesquelles vous avez satisfait aux demandes de les installer. À nos collègues de l'UDI, je rappelle la commission d'enquête sur la fraude aux prestations sociales, le fait précis, un état des lieux des pratiques. Je rappelle à nos amis de la République En Marche, commission d'enquête sur l'alimentation industrielle, les faits, augmentation de la consommation de produits alimentaires industriels. Je suis, dans notre résolution, infiniment plus précis sur les faits qui sont requis à l'appui de la recevabilité d'une étude d'impact, et il relèverait de la pure mauvaise foi, de dire l'inverse. Et sur ce point, je vous alerte, le Conseil d'État peut censurer aussi lorsqu'il est fait obstacle au droit de l'opposition dans le cadre de l'examen d'une procédure législative. Aucun argument juridique sérieux. En revanche, vous n'avez pas aménagé vos poncifs, vos efforts, vos caricatures en opportunité. Au fond, tout ça n'est pas tellement à la hauteur de l'idée que moi je me fais de l'honneur exigeant de représenter les Françaises et les Français. La question qui se pose à vous, à nous, en conscience, dans le secret du vote, puisque je crois, Madame la Présidente, qu'il y aura un vote à bulletin secret, c'est de savoir l'idée que vous vous faites de vos fonctions. Est-ce que vous voulez, à travers vous-même, informer ceux que nous représentons, ou est-ce que vous voulez être les valets impuissants d'un exécutif qui vous dicte la conduite à tenir? Je dois vous dire qu'en refusant vous-même de vous confronter à la sincérité de cette étude d'impact, vous signez d'une certaine manière un forfait et vous vous rendez complice de ce qui apparaîtra comme un mensonge en bande organisée. C'est le rejet, vous avez le choix, de grandir le Parlement, ou finalement faire le choix de la résignation, de l'abdication et de l'impuissance, et d'une forme, après le 49.3, de coup d'État institutionnel.
Bien, alors je laisse chacun responsable de ses propos. Maintenant, nous allons passer aux opérations de vote. Je rappelle qu'en application de l'article 140, alinéa 2 du règlement, la commission doit vérifier si les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies. Je vais donc interroger la commission. Le groupe LR m'a fait une demande, me demandant de saisir la commission d'un scrutin public. Ça n'est pas possible, on a vérifié. Mais on peut, par contre, accéder à votre demande d'un scrutin secret, enfin, à bulletin. C'est comme... Alors, Madame la Présidente, ce n'était pas ma demande. Moi, j'ai effectivement eu cette lecture de l'article 44 de notre règlement qui, effectivement, mérite interprétation, puisqu'il est dit « Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin ». On ne précise pas public. J'y vois la différence entre un vote à main levée où globalement on décerne une majorité, une minorité dans le cadre d'un vote comme on le fait usuellement. Un vote par scrutin implique davantage de savoir combien pour, combien contre. Ce n'est pas forcément une manifestation des choix individuels. Voilà l'interprétation que j'en faisais. Donc ma requête, c'était effectivement un vote par scrutin pour qu'on sache concrètement combien pour, combien contre. Alors, on le saura justement inévitablement parce que... Bien, Monsieur Daréville. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne sais pas du coup si notre collègue Stéphane Viry formule explicitement la demande d'un scrutin à bulletin secret, mais si ce n'est pas le cas, je la formule. C'était notre intention. Mais de toute façon, moi je l'avais retenu déjà et j'allais vous proposer à l'ensemble ce scrutin puisque il m'avait été demandé. Alors, il n'y a que des bulletins blancs vont être distribués. 2 questions. Qui estime que ces conditions sont réunies? Et il met oui. Ou qui estime qu'elles ne le sont pas? Et la réponse est non. Voilà, c'est très simple. Au pire, c'est blanc. Oui ou non. Le bulletin ne doit concerner soit oui, soit non, soit blanc. Voilà. Je vais appeler les personnes, j'allais finir, mais vous ne me laissez pas terminer. Et nous allons avoir des secrétaires qui sont les secrétaires du bureau, c'est-à-dire Cyril, Isaac Sibyl et Michel Perron, que j'appellerai pour faire l'appel justement des noms. Voilà. Pour le dépouillement, pardon, pour le dépouillement. Restez tranquille. Alors Thomas va nous faire l'appel. Je vais vous demander un peu de silence parce que si tout le monde parle, vous n'entendrez pas vos noms. Voilà. Alors, on va commencer par M. Quatennens qui m'a demandé, parce qu'il a un rendez-vous important. Monsieur Aviragné. Monsieur Bécher. Monsieur Bazin. Monsieur Belladad. Madame Bourguignon. Monsieur Bridet. Madame Brocard. Monsieur Cherpion. Monsieur Chiche. Monsieur Christophe. Madame Cloarec. Monsieur Da Silva, Monsieur Delatte, Monsieur Daréville, Madame Dubier, Madame Dufeu-Schubert, Madame Elimas, Madame Fabre, Madame Fiat, Madame Firmin-Lebaudot, Madame Fontaine de Mézel, Monsieur Girardin, Madame Goulet, Madame Grandjean, Monsieur Grelier, Monsieur Amouche, Madame Ibora, Monsieur Isaac Sibyl, Madame Janvier, Monsieur Juanico, Monsieur Jumel, Madame Katabi,
Madame Lasserre, Madame Lazare, Madame Lecoq, Madame Limon, Madame Luquet, Monsieur Maillard, Monsieur Meignet, Monsieur Michels, Monsieur Millienne, Madame Motin, Monsieur Perru, Madame Perron, Madame Pitola, Monsieur Ramadier, Madame Robert, Madame Romero-Diaz, Monsieur Solignac, Monsieur Taché, Madame Tamarel, Madame Valentin, Monsieur Vallot, Madame Vidal, Madame Vignon, Monsieur Viry et Madame Vonner. Personne n'a été oublié. Merci. Alors j'appelle les scrutateurs.
Alors, je vous donne le résultat du scrutin. Il y a 23 oui, 35 non. En conséquence, la commission a décidé que les conditions requises pour la création de la commission d'enquête ne sont pas réunies. Monsieur Vallaud, je vous laisse la parole. Je voudrais remercier celles et ceux qui, en conscience, ont soutenu cette proposition. Je ne peux que me désoler et m'attrister que les autres aient fait le choix de l'abdication, de l'opportunité plutôt que du droit, d'avilir les droits de l'opposition et avec eux du Parlement. Vous aviez d'autres choix, mais vous savez ce que ça m'inspire, il n'y a que de petits députés pour craindre de petites commissions d'enquête. Bien, merci beaucoup pour cette conclusion. Rendez-vous cet après-midi.